L'issue d'un affrontement entre une abeille et un frelon géant semble assez évidente. Ce serait comme un combat entre un chaton et un tigre à dents de sabre. Et une armée d'abeilles contre une armée de frelons, ce serait comme des centaines de chatons contre des centaines de lions. Il semble que les frelons l'emportent aisément, puisqu'un seul d'entre eux peut tuer plus de 1000 abeilles en moins d'une heure et demie. Mais si cette bataille avait réellement lieu, elle pourrait s'avérer plus compliquée, épique et inattendue qu'on ne l'imagine. Un groupe d'abeilles travaille toute la journée. Elles pollinisent les plantes et les fruits et récoltent le nectar des fleurs. Elles travaillent dur et rentrent à la ruche à la fin de la journée. Elles ne remarquent pas qu'un imposteur vole parmi elles, un frelon géant. Il est plus gros qu'une abeille, mais a les mêmes couleurs jaune et noir. Personne n'y prête attention. L'imposteur entre dans la maison des abeilles sans invitation et émet un craquement répété. Ce sont ses mâchoires qui se referment. Affamé et furieux, il entame son festin. En quelques secondes, le frelon plonge la ruche dans le chaos. Le frelon est pourvu d'un dard avec un venin toxique, mais il peut s'en passer ici. Pour les abeilles, le monstre utilise ses mâchoires acérées. Les habitants de la ruche se ruent sur l'ennemi, mais il ne ressent rien. La situation empire car les abeilles ne peuvent pas survivre après avoir utilisé leur dard. Elles sacrifient leur vie pour protéger leur foyer et leur reine. Malheureusement, toutes leurs tentatives sont vaines. Après s'être rassasié, le frelon s'envole pour trouver de nouvelles proies. Une seule abeille parvient à survivre. Elle s'échappe de la ruche pour avertir les autres. L'abeille visite toutes les ruches de la vallée et signale le puissant ennemi. Toutes les abeilles commencent à se préparer à l'attaque. Elles lèvent une armée. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le frelon géant visite une nouvelle ruche, mais cette fois, les abeilles sont prêtes. Elles attaquent l'ennemi de tous les côtés. Pendant un moment, il semble que les piqûres d'abeilles fonctionnent. Le frelon s'affaiblit. Son activité diminue. L'espoir de la victoire donne confiance aux abeilles, mais pas pour longtemps. À ce moment-là, 10 autres frelons arrivent dans la ruche. Le premier frelon l'a marqué grâce à une phéromone unique avant la bataille. Cette odeur a attiré ses amis et maintenant, les abeilles n'ont plus aucune chance. Dans la nature, les frelons laissent une trace pour que d'autres puissent trouver l'endroit marqué. En quelques minutes, 11 frelons ont détruit une ruche de 25 000 abeilles. Il y a peu, cette terre ensoleillée fleurissait grâce à celle-ci. Désormais, elle s'est transformée en une vallée sans vie. Les frelons géants ne veulent pas perdre de temps à chercher les ruches. Alors ils se divisent en groupes et volent vers différentes zones de la vallée. Ils marquent les ruches avec leurs phéromones et entament un nettoyage à grande échelle. Leur faim et leur soif de destruction sont insatiables. Certes, les abeilles connaissent maintenant leur ennemi et remarquent le frelon dès que celui-ci apparaît dans les airs, mais cela ne les aide pas. À chaque bataille, elles emploient de nombreuses stratégies pour le combattre. Une fois, les abeilles ont essayé d'attaquer un nid de frelons, mais c'était une mission suicide. Les fleurs ne sont plus pollinisées, le miel n'est plus fabriqué. Les abeilles vivent dans la peur de s'envoler hors de leur ruche. En cette heure sombre, où il ne reste presque plus d'espoir, une infime chance de victoire apparaît pourtant. Une espèce d'abeille japonaise a appris à vaincre l'ennemi. La nouvelle s'est répandue dans toutes les ruches. La stratégie semble fonctionner. Elles ont réussi à repousser plusieurs frelons géants. La peur disparaît et les abeilles sont prêtes à se battre de nouveau. Dans le monde réel, ces abeilles ont appris à combattre les frelons géants, mais les autres espèces ne peuvent pas le faire. Les abeilles attendent donc l'ennemi. Elles savent toutes ce qu'elles ont à faire. Finalement, un frelon géant apparaît. Des centaines d'abeilles l'attaquent et l'enveloppent de leur corps de tous côtés. Elles recouvrent complètement le frelon et se mettent à vibrer. La vibration simultanée de toutes les abeilles réchauffe l'ennemi. La température est de plus en plus élevée. Le frelon n'arrive pas à s'en sortir. Les abeilles semblent le rôtir avec l'énergie de leur corps. Quelques minutes plus tard, le frelon géant tombe. Les abeilles le jettent hors de la ruche. Elles sont maintenant sûres de leur victoire. Un autre frelon arrive. Les abeilles fatiguées l'attaquent et se remettent à vibrer. Le monstre suivant arrive et encore un autre. 10, 20, 100 frelons arrivent. Les abeilles n'ont pas autant de ressources et d'énergie. Les chances de gagner sont à nouveau nulles. Pour l'emporter une fois pour toutes, les abeilles doivent s'unir. Toutes les ruches, des centaines de millions d'abeilles. Une immense prairie sans vie est le théâtre de la bataille finale. Toutes les abeilles de la vallée affluent ici. Elles sont prêtes pour le dernier combat. Le silence s'installe. Puis l'air se met à vibrer. De loin, on peut entendre le bourdonnement des frelons. Ils ont multiplié leur population par centaines.
car aucun des animaux ne peut leur résister. La défaite des abeilles semble inéluctable, mais aucune ne compte battre en retraite. Deux essaims entrent en collision l'un avec l'autre. Ce n'est pas une bataille, c'est une destruction sans nom. Des centaines de milliers d'abeilles tombent au sol en quelques minutes, mais pas un seul frelon. Une espèce entière d'insectes est en train d'être anéantie. Mais que se passe-t-il? Le champ est soudain recouvert d'un étrange brouillard. Les abeilles et les frelons ne se voient plus. Puis, à travers le voile blanc, elles apparaissent. Des silhouettes de créatures gigantesques. Elles arrivent au beau milieu de l'action. Des milliers de frelons les attaquent, mais tout cela est inutile. Les abeilles s'écroulent rapidement et perdent conscience. Les frelons s'évanouissent aussi. Certains essaient de s'envoler, mais le brouillard les en empêche. Tous les insectes s'endorment. Quelqu'un a utilisé du gaz pour arrêter ce combat, et ce quelqu'un est le principal allié des abeilles. Un être humain est entré en jeu. Pourvu d'épaisses combinaisons de protection, les gens ramassent les frelons anesthésiés sur le sol. Ils les mettent dans un panier et les abeilles dans un autre. La collecte des insectes dure plusieurs heures. Ensuite, les abeilles se réveillent dans leur ruche, indemnes. Les frelons, pour leur part, se réveillent dans des récipients spéciaux. Ils sont piégés et ne peuvent plus faire de mal à personne. Les humains détruisent les nids de frelons dans le monde entier. Ils ne leur permettent pas de se multiplier. Les abeilles sont responsables du cycle de la vie dans la nature. Elles aident de nombreuses plantes à se reproduire grâce à la pollinisation. Les abeilles font pousser les baies et les fruits que nous mangeons. Elles s'occupent des fleurs dont se nourrissent les vaches et d'autres animaux d'élevage. Grâce aux abeilles, nous faisons pousser beaucoup de coton. Si les frelons les détruisent, il y aura entre autres une pénurie de vêtements fabriqués dans cette matière. T-shirts, jeans, vestes, tout cela sera plus cher, puis disparaîtra totalement des magasins. De nombreux produits perdront leur goût riche et leurs propriétés utiles. Les animaux et les hommes ne recevront plus assez de vitamines. Les vaches ne produiront plus de lait. Il n'y aura plus de fromage, de crème, de beurre et d'autres aliments. Tu ne pourras plus commander un hamburger bien juteux au restaurant. Les aubergines, les piments, les kiwis, les myrtilles, les groseilles et bien d'autres choses encore disparaîtront des étalages. Des espèces entières d'animaux et de plantes cesseront d'exister. Cela entraînera d'autres crises, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans l'économie mondiale. Pendant ce temps, le nombre de frelons augmentera. Il n'y aura presque plus d'animaux dans le monde pour les contrôler. Si les gens ne font rien, tout le monde devra porter d'épaisses combinaisons de protection pour se rendre dehors. Les frelons entreront dans les maisons et les voitures et attaqueront les gens et les animaux domestiques. Un seul frelon géant peut causer beaucoup de problèmes. Sa piqûre est l'une des plus dangereuses et des plus douloureuses de tous les insectes. C'est comme une aiguille chauffée à blanc. Lorsqu'un frelon la plante dans son adversaire, il injecte son poison dans la peau. Cette toxine dilate les parois des vaisseaux sanguins. La zone autour de la morsure devient rouge. Cela peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le frelon est une créature agressive. Elle peut piquer plusieurs fois. Alors imagine ce qu'un groupe de ces insectes peut faire. Pour y échapper, tu dois te cacher dans des buissons au feuillage dense ou sauter dans l'eau. Une fois que les frelons se sont envolés, contacte d'urgence les secours. Les frelons peuvent vraiment nous rendre la vie difficile. Il est important de les combattre. Malheureusement, les abeilles ne peuvent pas le faire. Elles sont absolument sans défense. L'humanité est consciente de ce danger et fait tout pour contrôler la population des frelons. C'est pourquoi les frelons géants n'ont aucune chance dans ce combat. Maintenant, chaque abeille retourne à son mode de vie habituel, la pollinisation, l'extraction du nectar, la production de miel dans les ruches. La vallée est de nouveau en fleurs. Les abeilles peuvent dormir tranquillement, les gens surveillent la situation et observent les frelons géants. Si l'un d'eux apparaît, cela signifie qu'il y a un nid quelque part. Les services spéciaux traquent les insectes et trouvent les nids sous les vieux arbres et dans les fosses. Le responsable de la faune d'un aéroport peut escorter un chevreuil hors des limites de l'aérodrome. Il peut éloigner une famille de canards du bassin de l'aéroport. Il peut même faire fuir les ratons laveurs qui se cachent dans les bâtiments du terminal. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est s'occuper des abeilles. En août 2012, des milliers d'abeilles ont investi la carlingue d'un avion de la compagnie Delta en partance pour New York. Cela s'est produit alors que l'équipage se préparait à faire le plein de l'avion et à charger les bagages. Il était temps pour le maître apiculteur Stephen Repaski d'entrer en jeu. À ce moment-là, c'était déjà le 4e essaim auquel l'aéroport avait dû faire face au cours des derniers mois. Et lorsqu'en mai 2012, plus de 15 000 abeilles avaient recouvert un feu de signalisation sur la voie de circulation C, cela avait provoqué un sérieux retard.
C'est alors que le responsable de la faune de l'aéroport a commencé à chercher sur Google les apiculteurs des environs. Par chance, il est tombé sur M. Repaski, qui a ensuite été employé comme prestataire de service. Le travail d'un gardien d'autruche consiste surtout à empêcher les petits de s'enfuir ou de se donner des coups de bec. Ces spécialistes passent des heures entières à s'asseoir et à observer leurs protégés. Mais ce travail est loin d'être simple et relaxant. Les autruches sont connues pour être territoriales et promptes à la colère. Si elles se sentent menacées, elles peuvent même charger une personne. Un gardien d'autruche ne doit jamais baisser sa garde, sinon l'un des oiseaux dont il est responsable aura immédiatement des problèmes. Un braqueur de banque officiel est aussi appelé un testeur de pénétration. Ces spécialistes vérifient si les banques ont un niveau de sécurité approprié. Dans le passé, la profession était plutôt simple. Il fallait littéralement tenter de s'introduire dans une banque. De nos jours, il existe encore de faux braqueurs. Mais il existe aussi des spécialistes qui vérifient la sécurité des ordinateurs et s'occupent du vol d'identité. Ils peuvent même se faire passer pour des policiers et essayer d'installer des caméras de surveillance dans les coffres. Un hôtel sous-marin en Floride emploie un livreur de pizza sous-marin. Ce spécialiste enfile son équipement de plongée et part en mission. Il livre aux clients de l'hôtel des pizzas bien chaudes, transportées sous la mer dans un conteneur étanche. Le travail d'un testeur d'aliments pour animaux requiert à la fois des compétences de chercheur et de testeur. Il s'agit souvent d'une personne titulaire d'un doctorat. Ce spécialiste ne goûte pas les aliments pour animaux de compagnie, il les teste. Il analyse principalement la valeur nutritionnelle de l'aliment. Il écrit toutes sortes de rapports et cherche des moyens d'améliorer les aliments déjà existants. Avant de goûter réellement l'aliment, un testeur le sent. Les propriétaires d'animaux ne souhaitent généralement pas que leur cuisine empeste le poisson. Ensuite, c'est le moment de goûter l'aliment. Les testeurs sont censés évaluer sa texture, sa consistance et sa saveur. Une fois que c'est fait et noté, ils recrachent la nourriture. Un nommeur de vernis à ongles regarde une nouvelle couleur de vernis et essaie de la décrire en quelques mots. Il pense soit à ce à quoi cette couleur ressemble, soit à ce qu'elle lui fait ressentir. Il n'y a pas si longtemps, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont eu besoin de dormeurs professionnels. Ces organisations étaient prêtes à payer chacun des 24 volontaires âgés de 24 à 55 ans plus de 18 000 $. Ces personnes étaient censées passer 60 jours allongés sur des lits. Elles pouvaient lire, jouer à des jeux sur leur téléphone, regarder leurs séries préférées. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas faire, c'était se lever. De plus, leur lit était incliné vers le bas de 6 degrés du côté de la tête. Les scientifiques voulaient ainsi vérifier comment la gravité artificielle affecterait le corps humain. L'un des avantages du métier de récupérateur de balles de golf est de travailler en permanence à l'extérieur. Cette personne est chargée de ramasser les balles de golf tombées au fond des étangs des terrains de golf. Cela semble être un travail simple et passionnant, mais la plupart de ces étangs ne sont pas entretenus régulièrement. C'est pourquoi les plongeurs doivent chercher les balles de golf dans une eau boueuse et pleine d'algues. Et parfois, ils doivent même faire face à des serpents. Un ingénieur en sécurité des noix de coco protège les gens contre les chocs sur la tête causés par la chute des noix de coco. Les conséquences de tels accidents sont généralement extrêmement désagréables. C'est pourquoi le spécialiste des noix de coco grimpe sur les palmiers, qui font souvent jusqu'à 18 mètres de haut, et cueille les noix de coco mûres. De cette façon, elles ne risquent pas de tomber sur la tête des touristes sans méfiance. Un trieur de chips recherche les chips agglutinées ou trop cuites lorsque celles-ci parcourent la chaîne de montage. Dès qu'il voit un morceau qui ne semble pas bon, il s'en débarrasse immédiatement. Amsterdam est l'une des villes les plus favorables au vélo dans le monde, et il n'est probablement pas étonnant que des centaines de vélos finissent dans les innombrables canaux de la ville. Les pêcheurs de bicyclettes retirent plus de 14 000 vélos des voies navigables chaque année. La plupart de ces deux roues sont vieux et rouillés. Un observateur de peinture qui sèche est généralement engagé par une entreprise pour observer attentivement la peinture pendant qu'elle sèche. Il doit faire attention à tout changement dans la couleur et la texture de la peinture. Un observateur compétent doit être capable de le faire à la fois sur le mur et sous un microscope. Ce processus permet de déterminer la durabilité de la peinture et de s'assurer qu'elle ne tombera pas au moindre contact. Un observateur de peinture peut aussi passer des jours à peindre des feuilles de carton. Cela permet de vérifier les nouveaux mélanges de peinture, par exemple, le temps qu'il leur faut pour sécher complètement. Un chasseur de plis s'assure qu'il n'y a pas de plis indésirables sur les chaussures lorsqu'elles quittent l'usine. Leur description de poste comprend, entre autres, le repassage des plis des chaussures et des pièces détachées. Pour ce faire, un chasseur de plis utilise soit un fer à repasser chauffé, soit une soufflerie d'air chaud. Parfois, il peut aussi s'agir d'un appareil spécial en forme de poinçon. Les serviettes en papier ont soit un léger arôme agréable, soit pas d'odeur du tout.
Un renifleur de serviettes en papier est la personne qui s'en assure. Ces spécialistes sont embauchés par les fabricants qui veulent confirmer que leur production n'a pas d'odeur indésirable. Malheureusement, il est presque impossible de décrocher ce poste. Il s'agit probablement de la plus petite niche d'emploi qui existe. Il incombe à un testeur de toboggans aquatiques de vérifier si les toboggans des hôtels et des parcs aquatiques sont à la fois amusants et sûrs. Admettons que tu obtiennes ce poste et que tu commences à travailler comme testeur de toboggan pour une grande agence de voyage ou une chaîne d'hôtels. Tu passeras alors la plupart de ton temps en déplacement, voyageant d'un parc aquatique à l'autre. Une fois sur place, tu te changeras pour mettre ton maillot de bain et te rendre à la piscine. Tu seras censé faire de multiples descentes sur le toboggan et faire attention à la vitesse à laquelle tu descends, à la quantité d'eau que le toboggan utilise et au degré d'excitation que l'expérience te procure. Les docteurs en lunettes de soleil travaillent dans de grandes stations balnéaires tropicales. Leur principale tâche consiste à nettoyer les verres des lunettes de soleil et à resserrer les vis et à résoudre toutes sortes de crises liées aux lunettes que les clients peuvent avoir. Un docteur en lunettes de soleil patrouille généralement le territoire de l'hôtel l'après-midi, portant une ceinture utilitaire avec des outils spéciaux. Un testeur de meubles est une personne qui teste les lits, y compris les oreillers et les matelas. Les hôtels et autres entreprises embauchent ces personnes pour qu'elles dorment littéralement au travail. Même si cela semble être un travail de rêve, un bon testeur de lit doit savoir beaucoup de choses. Par exemple, comment vérifier si un matelas a des creux en s'allongeant dessus d'une manière particulière. Ou comment déterminer si les bords d'un lit sont assez solides pour s'asseoir dessus. Un mâcheur de chewing-gum passe ses journées à mâcher du chewing-gum. Il en teste la texture et le goût. Il doit aussi décrire la sensation en bouche pendant et après le processus de mastication. Certains jours, un mâcheur de chewing-gum doit faire beaucoup de bulles, selon l'étape du projet. Mais sa principale responsabilité est de rechercher et de créer de nouvelles saveurs. Si tu n'as pas le temps de faire la queue ou si tu trouves ce processus ennuyeux et fatigant, tu peux engager un préposé au fil d'attente. Moyennant une rémunération, il te remplacera lorsque tu dois faire la queue pendant des heures. Par exemple, pour acheter un produit nouvellement lancé. Les personnes qui ont de jolies mains, de beaux doigts ou de jolis pieds peuvent devenir mannequins pour ces parties du corps. Ces professionnels sont souvent très bien payés. Ils participent à des séances photos qui font la publicité et la promotion de produits particuliers, par exemple des bijoux, du vernis à ongles ou de la crème pour les mains. Des coachs de surf pour chiens sont parfois engagés par des hôtels pour apprendre aux chiens des clients à faire du surf. Il s'avère que ces animaux apprennent souvent à surfer beaucoup plus vite que les humains. Les goûteurs de marmite doivent goûter chaque lot de la célèbre pâte à tartiner fabriquée à partir d'extraits de levure. Ils vérifient si le produit a la texture et la consistance voulue. Ils vérifient aussi si son goût se situe dans la gamme des saveurs acceptables de la marmite. À l'intérieur des cheminées, sur les branches d'arbres, dans les garages, sur les poutres de soutien dans les greniers, on peut trouver leurs nids partout dans la maison. Non seulement elles vont gâcher ton pique-nique et salir ta nourriture, ou essayer de te piquer si tu les mets en colère, mais elles chercheront des endroits abrités dans ton jardin pour construire leur nid. Le plus souvent, le plafond de l'abri extérieur couvert. Le principal pour elles est de trouver un endroit qui peut supporter le poids de leur maison et de toute leur communauté. C'est en tout cas ce qu'aiment faire les guêpes à papier, l'une des 30 000 espèces différentes de guêpes. Tu peux les reconnaître à la façon dont elles construisent leur nid. La reine commence à construire la première structure toute seule et les mâles la complètent ensuite. Si tu vois un grand groupe de guêpes volant dans une direction, suis-les. Elles quittent leur nid plusieurs fois par jour pour aller chercher de la nourriture, mais elles reviennent pour s'occuper des jeunes et de leur reine. De plus, elles bourdonnent assez fort pendant qu'elles construisent leur nid. Alors... oh, le voilà! Regardons de plus près leur nid et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Les nids sont le plus souvent en forme de parapluie, faits d'une matière ressemblant à du papier gris. Les guêpes les construisent avec de la pulpe ou de la salive. Leurs nids peuvent être très grands. Le plus grand nid de guêpes trouvé faisait 5,5 mètres de large et 3,7 mètres de long. Les guêpes à papier construisent des nids plus petits, tandis que les frelons, une autre espèce de guêpe, en créent de plus grands en forme de ballon de football. La partie extérieure est la plus dure. Les cellules y sont plus larges et plus denses. La racine est la fondation sur laquelle tout le nid est construit. À l'intérieur, tu peux voir des cellules. C'est là que se trouvent les larves. Les guêpes sont semblables aux papillons, en ce sens qu'elles font partie d'un groupe spécial d'insectes qui subissent une métamorphose, un processus au cours duquel le corps d'un animal change pour devenir adulte. Ces cellules sont en fait des berceaux pour les jeunes guêpes qui sont sur le point de grandir. Lorsque les guêpes construisent leur nid, elles laissent ces cellules ouvertes. Ce sont les reines qui s'en occupent. Elles pondent leurs œufs à l'intérieur et les ferment hermétiquement. Les cellules ressemblent à des cylindres creux formant une sorte d'hexagone qui contient les autres cellules. À l'intérieur du nid,
tout est compact, de sorte que beaucoup de ces cellules peuvent tenir dans un espace très restreint, tout en ayant une structure incroyablement solide. Les cellules sont à la fois la crèche et le cocon. Leur taille est suffisamment grande pour accueillir la larve ainsi que ses colocataires. Les guêpes adultes laissent souvent de la nourriture avec l'œuf afin que les petits, après leur éclosion, se fassent servir le repas. On peut voir les faux bourdons, qui sont des guêpes mâles, tourner en rond de cellule en cellule. Ils s'assurent que tout va bien et que chaque larve a suffisamment de nourriture. Les nids doivent être à une température stable avec une forte humidité pour les larves. C'est pourquoi les guêpes travaillent dur pour isoler le nid. Ces nids ont généralement des dômes construits avec des matériaux végétaux, de la salive ou du papier. La guêpe se promène partout à la recherche du matériau approprié. Lorsqu'elle trouve du bois, elle le mâche et le mélange avec de la salive. De cette façon, la guêpe fabrique de la colle forte et la dépose en fines couches. Mais les couches doivent être denses pour que l'ensemble du nid soit solide et résistant. Et voilà, le noyau est terminé. La reine emballe ensuite le nid dans une sorte d'enveloppe consistant en des feuilles légères et fines faites de pulpe macérée. Cette enveloppe protège les cellules à l'intérieur et limite l'entrée afin qu'on ne puisse rentrer que par un seul petit trou. De cette façon, elles peuvent facilement maintenir l'humidité et la température interne. Si tu cherches du miel, tu ne toques pas à la bonne porte. Ce sont les abeilles qui en fabriquent, pas les guêpes. Elles ont toutes deux un corps noir et jaune, bien que les guêpes existent dans de nombreuses couleurs différentes comme le bleu, l'orange, le vert, le rouge. Les guêpes et les abeilles ont presque la même taille, mais les abeilles sont légèrement plus grosses et ont plus de poils, tandis que les guêpes sont plus fines et plus lisses. Elles ont aussi cette fameuse taille de guêpe, que leur confère leur pétiole étroit. Toutes deux pollinisent les fleurs, même si les guêpes le font un peu moins que les abeilles, car elles n'ont pas autant de poils fins sur leur corps, ce qui empêche le pollen de s'y coller. Les abeilles exploitent le nectar pour produire du miel, qui est la nourriture de leurs larves. Les guêpes sont beaucoup plus agressives. Elles mangent de la viande, ce qui signifie qu'elles apportent d'autres insectes, ou ce qu'il en reste, pour leurs petits. Les guêpes s'identifient entre elles par leur odeur, mais aussi, comme nous, par des motifs faciaux uniques. Elles sont le premier cas où les scientifiques ont découvert des espèces animales identifiant les visages comme le font les humains. Les reines reconnaissent les autres reines et elles se battent constamment pour établir une hiérarchie dans la colonie. Cela signifie que chaque guêpe sait qui est chargé du travail ou de la distribution de nourriture et qui est là pour amener de nouvelles larves dans ce monde. Les guêpes ont une vie sociale riche. Elles doivent donc mémoriser de nombreux visages et aussi distinguer les guêpes qui vivent dans leur nid de celles qui n'y vivent pas. Les guêpes sont utiles pour les humains car elles mangent les insectes et contrôlent ainsi la population de parasites qui détruisent leur culture. Les guêpes font énormément d'efforts pour construire leur nid et pourtant, ceci ne dure que tant qu'il fait chaud dehors. Elles commencent à le construire dès le printemps et y vivent jusqu'à l'automne. Les guêpes ouvrières ne survivent pas aux hivers rigoureux. Seules certaines reines y parviennent car elles ont quelque chose de semblable à de l'antigel dans le sang et elles sont chargées de créer une nouvelle vie pour le nouveau nid l'année suivante. Lorsqu'une colonie de guêpes a disparu, d'autres espèces utilisent leur nid, comme les cirfes. Elles ressemblent aux guêpes, mais elles survivent à l'hiver. Tout comme les reines des guêpes, les cirfes hibernent dans des endroits abrités avec une température agréable, si bien que les nids de guêpes abandonnés sont très adaptés. Les frelons viennent même dans les nids lorsque les guêpes sont encore là et se nourrissent de débris. Et ils ne se font même pas piquer. Seules les guêpes femelles peuvent piquer et elles le font pour se défendre. Une guêpe reine peut vivre jusqu'à 1 an, tandis que les guêpes ouvrières vivent jusqu'à 22 jours. Les colonies de guêpes à papier sont généralement petites. Elles comptent 100 à 200 cellules et jusqu'à 100 adultes. Certains nids plus grands ont 400 cellules. Les guêpes jaunes, quant à elles, construisent de super nids dont il vaut mieux se tenir éloigné. Ils comptent en effet jusqu'à 15 000 guêpes ouvrières. Ne regarde pas sous la voûte des arbres ou à l'extérieur de la maison pour trouver leur nid. Cherche plutôt dans les murs ou au sol pour ne pas les piétiner, car elles construisent des nids souterrains. Même si elles sont plus petites que les autres espèces de guêpes, elles sont beaucoup plus agressives. Les guêpes jaunes ont de forts instincts lorsqu'il s'agit de protéger les nids. Alors elles se fâcheront si tu violes leur tranquillité et elles essaieront de te piquer plusieurs fois. Contrairement aux abeilles qui ne peuvent piquer qu'une fois, les guêpes peuvent le faire plusieurs fois. Les abeilles plantent leur aiguillon barbelé dans ta peau, mais c'est une partie de leur corps qui contient des nerfs, des muscles et leur tube digestif. C'est pourquoi une abeille ne peut pas survivre à la perte de son dard barbelé. A l'inverse, les guêpes jaunes ne perdent rien, et s'enfuir ne sert à rien. Elles te suivront sur plusieurs centaines de mètres si nécessaire. Si tu es près de l'eau, ne plonge pas car elles attendront patiemment que tu t'essouffles et que tu remontes à la surface. Entrons maintenant dans leur nid.
C'est probablement un trou dans le sol car elles trouvent surtout des terriers abandonnés. Elles utilisent de l'argile ou de la boue pour lui donner une structure plus solide. Une ouverture t'emmènera sous la surface, dans leur fascinante ville souterraine, avec des milliers d'autres, prêts à défendre leur maison et à chasser agressivement les intrus. Ces super nids peuvent se développer lorsque les hivers sont doux et qu'il y a beaucoup de nourriture, par exemple celle de tes animaux domestiques ou tes ordures. Ainsi, plus d'insectes survivront au mois froid de l'hiver. Ensuite, certaines ouvrières survivent et poursuivent toutes les opérations dans le nid, qui ne fait que s'agrandir. Ces énormes nids ont souvent plusieurs reines. Plus le nid est grand, plus elles sont occupées, donc elles sont plus susceptibles de te laisser tranquille, même si tu es dans les parages. Oh, regarde, il pleut. Cela ne les dérange pas tant que ça. Pendant les chaudes journées d'été, elles ont de toute façon besoin d'eau pour s'hydrater. Mais si la pluie devient trop forte, elle les poussera à sortir. De nombreuses espèces de guêpes sont sociales, mais il existe aussi des guêpes solitaires qui n'ont pas d'organisation sociale. Chaque femelle construit son propre nid et s'en occupe. Elles font surtout leur nid dans le sol, mais tu peux les trouver dans du bois pourri ou des tiges de plantes creuses. Une guêpe reine peut même trouver des tunnels de scarabées dans du bois mort et en faire sa maison. Elles se nourrissent de nectar et tu peux souvent les voir autour des fleurs, prenant des araignées ou des insectes comme proie pour nourrir leurs petits.